Personne ne peut vraiment expliquer ce qui se trouve au fond de la mer Baltique, et plus les chercheurs étudient cette chose, moins elle a de sens. C'est une immense structure circulaire, longue de 60 mètres, reposant sur le fond marin à environ 90 mètres de profondeur. Lorsque des chasseurs de trésors suédois l'ont découverte en 2011, tout le monde a d'abord pensé qu'il s'agissait d'une sorte de formation géologique, quelque chose de naturel comme un rocher. Elle a une apparence étrange sur le sonar et a attiré l'attention des gens pendant des années. Le plongeur suédois Dennis Östberg fait partie des rares personnes à s'être réellement approché de l'objet. Sa description est difficile à écarter. La structure ne repose pas réellement sur le fond marin, mais en est complètement détachée. De plus, la géométrie n'est pas habituelle pour quelque chose de naturel, avec des angles droits et des parois droites. C'est une surface dure qui ne correspond pas à l'environnement. Bien sûr, des échantillons ont été analysés en laboratoire. Des composants métalliques mélangés au basalte ont été découverts, et cette combinaison n'a rien d'habituel. Cela ne devrait pas être là. De plus, on remarque d'étranges dysfonctionnements dans cette zone. Des pannes de GPS, des caméras qui s'éteignent ou des interférences électromagnétiques surviennent à l'approche de l'objet. Et ce n'est vraiment pas tout. Même l'eau autour de cette structure se comporte de manière très différente, atteignant presque 0 degré Celsius. Bien plus froide que la mer environnante. Le vide circulaire à côté est décrit par les chercheurs comme repoussant les sédiments puis les aspirant à intervalles réguliers. C'est un peu comme une respiration. Le plongeur professionnel qui l'a examiné pendant des années, Östberg, a également une histoire étrange à part. Il a affirmé avoir vu un bateau en forme de cigare à côté d'une installation suédoise de plutonium. Bon, cela ressemble à une théorie du complot, mais en ce qui concerne l'objet mystérieux de la Baltique, il semble que ce soit bien documenté, avec cohérence et de nombreux détails. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a identifié ce que c'est. Aucune des organisations scientifiques officielles n'a décidé d'intervenir et de mener une véritable enquête approfondie. Il attend simplement là, à 90 mètres de profondeur, dans le silence. La mer Baltique est bien connue comme route commerciale. De nombreuses épaves, des cargaisons perdues, et ainsi de suite, attendent d'être découvertes. Mais cette chose ne ressemble à rien dont nous connaissons le nom. N'est-ce pas un peu inquiétant? Préparez-vous à plonger dans la mer des mystères, également connue sous le nom de mer Noire. C'est la plus grande étendue d'eau intérieure au monde, plus vaste que l'ensemble de l'État de Californie. Elle abrite des dizaines de navires perdus, ainsi que quelques tunnels sous-marins secrets. Certains pensent même qu'elle fut autrefois une carrière exploitée en 6 phases distinctes. La mer Noire présente des couches d'eau horizontales qui ne se mélangent pas, avec des niveaux de salinité variés. L'eau salée provient de la Méditerranée, tandis que l'eau douce est apportée par les rivières. 10 des plus grands fleuves d'Europe se déversent effectivement dans cette mer, et elle reçoit plus d'eau douce par les rivières et les précipitations qu'elle n'en perd par évaporation. Enfin, l'excédent d'eau s'écoule à travers le Bosphore en direction de la mer de Marmara, formant 2 courants distincts. Le courant supérieur évacue l'eau de surface de la mer Noire, tandis que le courant inférieur apporte l'eau salée de la Méditerranée. Ainsi, les couches supérieures de la mer Noire sont-elles moins denses que les couches inférieures. L'oxygène provenant de l'atmosphère et de la photosynthèse reste dans les couches de surface et à des profondeurs excédant les 90 mètres au large et jusqu'à 150 mètres près du rivage, la vie est impossible. Seules certaines bactéries y survivent. Bien qu'il n'y ait pas d'air dans les profondeurs de la mer Noire, la couche supérieure abrite environ 750 espèces de phytoplancton. Les œufs et les larves de poissons et d'invertébrés se trouvent dans les régions côtières. On recense également 180 espèces de poissons dans la mer Noire, dont certaines sont précieuses, comme le chinchard, l'aiguillat commun et le sprat. Le niveau de l'eau y est toujours constant, sans marée haute ni marée basse. Ainsi, la surface de la mer est toujours calme et sereine. Cependant, elle cache une caractéristique surprenante, une rivière sous-marine. Ce courant d'eau salée traverse le détroit du Bosphore et longe le fond marin. Cette incroyable découverte, réalisée par des scientifiques de l'université de Leeds, a été annoncée en 2010
et c'est la première rivière sous-marine de ce type jamais découverte. Elle se forme lorsque l'eau salée de la Méditerranée se déverse à travers le détroit du Bosphore dans la mer Noire, où l'eau a une salinité bien moindre. La zone dépourvue d'oxygène de la mer Noire constitue une chambre de conservation idéale pour les trésors cachés dans ses profondeurs. Véritable coffre à trésors pour les épaves, cette mer a révélé ses secrets par hasard. Des archéologues maritimes étudiaient alors les niveaux de la mer pour comprendre la montée des eaux après la dernière ère glaciaire lorsqu'ils sont tombés sur plus de 40 épaves inconnues. À l'aide de 2 véhicules téléguidés, les chercheurs ont exploré le fond marin, filmant et produisant des images tridimensionnelles détaillées des navires assemblées à partir de milliers de photos haute résolution. Selon le New York Times, parmi les 44 navires retrouvés, certains se distinguent particulièrement, comme un navire de commerce médiéval du XIIIe ou XIVe siècle. Un autre navire ottoman, surnommé la Fleur de la mer Noire, pour ses sculptures en forme de pétales, a également été découvert. L'équipe a observé des détails fascinants sur d'autres navires, tels que des cordages, des marques de burin, des gouvernails et diverses sculptures. Aucun plan d'excavation n'a encore été annoncé, mais ces épaves pourraient renfermer des trésors historiques tels que des livres ou des parchemins. Il serait sûrement intéressant de les récupérer. La découverte la plus extraordinaire dans la mer Noire est celle que les archéologues considèrent comme l'épave intacte la plus ancienne au monde. Ce navire grec antique, long de 23 mètres, repose presque indemne depuis plus de 2400 ans, à plus de 1600 mètres de profondeur, avec son mât, ses gouvernails et ses bancs de rames toujours en place. Les chercheurs pensent qu'il s'agissait d'un navire de commerce, semblable à ceux représentés sur les anciennes poteries grecques, comme le vase d'Ulysse et des sirènes du British Museum. Ce vase, qui date de la même période, nous montre un navire acheminant le héros au-devant des sirènes tentatrices. L'équipe a prélevé un échantillon pour une datation au carbone, confirmant qu'il s'agit de l'épave intacte la plus ancienne jamais recensée. La préservation exceptionnelle de ce bateau illustre le talent des constructeurs de l'époque. Sans la présence de microbes, de vers ou d'autres créatures pour dévorer les épaves, il n'est guère surprenant que ces navires se trouvent dans un état presque impeccable. Si le Titanic avait coulé dans les mêmes eaux, il serait aujourd'hui en bien meilleur état, sans être rongé par les micro-organismes sous-marins. Une théorie intrigante, connue sous le nom d'hypothèse du déluge de la mer Noire, suggère qu'une immense inondation se serait produite il y a environ 7500 ans. Dans les années 90, 2 géologues ont émis l'hypothèse qu'à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 7 à 12 000 ans, le réchauffement climatique de la Terre aurait provoqué la fonte des calottes glaciaires et la montée des niveaux marins, transformant la mer Noire en un petit lac d'eau douce. Ce lac était séparé de la mer Méditerranée par un barrage naturel au niveau du détroit du Bosphore. Puis, lorsque le niveau global des océans a augmenté, la Méditerranée a commencé à déborder dans le bassin de la mer Noire. Ils estiment que le niveau de la mer s'est élevé de 15 cm par jour, inondant les zones côtières et altérant définitivement leur environnement. Des échantillons prélevés au fond de la mer Noire révèlent un passage brusque d'une faune d'eau douce à des espèces marines, suggérant un afflux rapide d'eau salée. Des études sous-marines ont également identifié d'anciens littoraux et des structures humaines, prouvant que des populations vivaient dans des zones aujourd'hui submergées par la mer Noire. En outre, le moment de cette inondation correspond au schéma connu de migration humaine vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Certains pensent même que ce déluge pourrait être celui décrit dans l'histoire de l'Arche de Noé. Cependant, les critiques de cette théorie affirment que les preuves avancées ne sont pas aussi catégoriques et que la transition de l'eau douce à l'eau salée aurait pu être plus progressive. Ils débattent également pour savoir si les habitants ont déserté la région avant ou après sa submersion. Une ancienne chronique, datant d'environ un siècle, détaille l'existence de 2 tunnels souterrains partant de Roumanie et de Bulgarie et s'étendant sous la mer Noire jusqu'en Turquie. Autrefois, les paysans utilisèrent de tels tunnels pour déplacer leurs troupeaux vers l'Empire ottoman et le reste de l'Asie mineure. Qui a bien pu les creuser, et la raison pour laquelle ils passent sous la mer demeure des questions sans réponse. À la Première Guerre mondiale, les entrées de ces tunnels ont été scellées pour des raisons de sécurité et gardées sous étroite surveillance. L'armée roumaine était parfaitement au courant de l'existence de ces tunnels et a continué d'en interdire l'accès. Dans les années 80, des ouvriers travaillant sur le canal Danube-Mer Noire ont accidentellement découvert une autre entrée de ces mystérieux tunnels,
situé dans un cimetière de Murfatlar, en Roumanie. Ces mêmes ouvriers utilisaient régulièrement le passage pour transiter en Bulgarie. Mais ce qui rend ces tunnels encore plus fascinants, c'est que l'on raconte qu'ils auraient été construits il y a plusieurs milliers d'années. Creuser un tunnel sous la mer est une tâche pour le moins complexe, même avec nos technologies actuelles. Et si ces tunnels sont vraiment aussi anciens, leurs constructeurs étaient incroyablement en avance sur leur temps. Enfin, une légende urbaine raconte que la mer Noire posséderait son propre triangle des Bermudes. Les pêcheurs ont décrit un tourbillon furieux qui apparaîtrait soudainement, entraînant sous les flots des oiseaux, des navires et même de petites îles. En 1944, un navire aurait mystérieusement disparu en plein jour, entouré d'un brouillard noir qui brillait d'une inquiétante lueur verte. Depuis, personne ne l'a jamais revu. Bien que personne ne puisse attester avec certitude de cette histoire, elle ajoute une touche ésotérique et effrayante aux énigmes de la mer Noire. Certaines erreurs ont le pouvoir de changer le cours de l'histoire. Saviez-vous qu'une simple clé aurait pu sauver le Titanic de son triste destin? Cette clé était celle du casier situé dans le nid de Pi, et où se trouvaient les jumelles qui auraient dû permettre aux vigies à repérer l'iceberg à temps. Et ce n'est pas tout. Cette clé n'était même pas à bord du navire lorsqu'il a pris la mer. Le second officier l'avait emporté en quittant le bateau à la dernière minute. On raconte que l'officier en question aurait oublié de remettre la clé à son remplaçant dans sa hâte de débarquer. Ainsi, lorsque les vigies eurent désespérément besoin de jumelles, elles restèrent hors de portée. Fred Fleet, présent cette nuit-là, a même déclaré que s'ils avaient eu des jumelles, ils auraient pu repérer l'iceberg. Et lorsqu'on lui a demandé si cela aurait été suffisant pour sauver le navire et ses passagers, il a répondu sans hésiter par l'affirmative. En 2015, des commissaires-priseurs ont mis la main sur cette clé et l'ont présentée comme l'un des artefacts les plus importants du Titanic. Ils étaient convaincus qu'elle aurait pu sauver le navire. Le second officier, David Blair, l'avait gardée en souvenir et transmise à sa fille, Nancy. Lorsqu'elle fut mise aux enchères, son prix dépassa les 80 000 $. Blair était lui-même un héros, semble-t-il. 1 an après la catastrophe du Titanic, il a reçu une médaille de bravoure pour avoir sauvé un membre d'équipage tombé à la mer, alors qu'il se trouvait à bord du paquebot Majestic. Il a peut-être oublié une clé, mais il n'a pas oublié d'être courageux quand il a fallu sauver une vie. L'histoire suivante est à la fois drôle et tragique. Il s'agit de la perte de la sonde Mars Climate Orbiter de la NASA, d'une valeur de 125 millions de $. Les ingénieurs de cet engin spatial ont omis de convertir les mesures anglaises en mesures métriques avant son lancement, et ils l'ont perdu. L'équipe de navigation du Jet Propulsion Laboratory utilisait le système métrique, tandis que Lockheed Martin Astronautics, à Denver, utilisait le système anglais avec pouces, pieds et livres. Les ingénieurs du JPL ont confondu les accélérations mesurées en unités anglaises avec une mesure métrique de la force appelée Newton seconde. Le pire, c'est qu'aucune des procédures de contrôle qualité du JPL n'a détecté l'erreur au cours des 9 mois qu'il a fallu à la sonde pour parcourir les 742 millions de kilomètres qui la séparèrent de Mars. Comment ont-ils pu ignorer cette erreur pendant si longtemps? Ces mauvais calculs ont suffi à faire dévier la sonde de sa trajectoire, au point qu'elle est entrée trop profondément dans l'atmosphère martienne et a été détruite dès son entrée dans l'orbite de la planète rouge. Il y avait vraiment de quoi être embarrassé. Dans toute l'histoire de l'exploration spatiale, on ne trouve pas d'autre exemple de perte aussi importante due à une confusion entre les différents systèmes de mesure. Avez-vous déjà entendu parler de l'erreur mathématique qui a conduit à la découverte du Nouveau Monde? Attention, cela concerne un certain Christophe Colomb et un très gros globe. En 1492, Christophe Colomb quitta l'Espagne avec pour mission de trouver une nouvelle route commerciale vers l'Asie. Il était convaincu qu'il se trouvait à moins de 4100 km du Japon et qu'en naviguant un peu plus, il pourrait atteindre les Indes et toutes leurs savoureuses épices. Le seul problème, c'est que Colomb s'est un peu trompé dans ses calculs. En fait, il s'est complètement trompé. Il a fait une erreur dans son estimation de la taille du globe.
Il pensait que la Terre était bien plus petite qu'elle ne l'est en réalité. Je sais ce que vous vous dites. Colomb devait avoir peu de tombées une fois arrivé au bout du monde. Contrairement aux idées reçues, Christophe Colomb et son équipage savaient que la Terre était ronde, tout comme les Grecs de l'Antiquité 2 millénaires plus tôt. Ce qui les inquiétait, ce n'était pas de tomber, mais d'avoir à traverser un océan d'une taille incommensurable. Et Christophe Colomb ne savait pas qu'il existait une masse continentale inconnue entre l'Espagne et l'Asie. Après des semaines en mer, Colomb atteignit enfin les Caraïbes. Croyant avoir débarqué aux abords de l'Asie, il baptisa ces îles les Indes occidentales. Il poursuivit ensuite son exploration des Caraïbes et de la côte nord de l'Amérique du Sud. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Bien que Christophe Colomb ait affirmé jusqu'à son dernier jour qu'il avait bien atteint l'Asie, un autre explorateur italien, Amerigo Vespucci, cartographia la côte orientale de l'Amérique du Sud jusqu'au Brésil et prouva de manière irréfutable que Christophe Colomb avait en fait découvert un tout nouveau monde. Un cartographe allemand, en examinant les cartes d'Amerigo, donna à cette nouvelle masse continentale le nom d'Amérique. Et comme ces cartes étaient très populaires à l'époque, le nom est resté. Un homme nommé Alexander Fleming est tombé par hasard sur l'une des découvertes médicales les plus importantes de tous les temps. À un moment de sa carrière, Fleming constata que de nombreuses personnes mourraient d'infections incontrôlables. On utilisait des antiseptiques contre ces infections, mais ils faisaient le plus souvent plus de mal que de bien. En 1922, alors qu'il était enrhumé, Fleming transféra un peu de son écoulement nasal dans une boîte de pétri qu'il laissa sur son bureau en désordre. Lorsqu'il le réexamina quelques semaines plus tard, il découvrit une enzyme avec des propriétés antimicrobiennes. En 1928, Fleming laissa une boîte de pétri ouverte près d'une fenêtre, et il fit une découverte qui allait changer le monde. La boîte était contaminée par des spores de champignons. En les examinant au microscope, il découvrit que les bactéries situées à proximité du champignon étaient en train de mourir. Il réussit à isoler le champignon et découvrit qu'il était efficace contre de nombreux agents pathogènes. C'est ainsi que la pénicilline naquit. Comme le dit Fleming lui-même, « Je n'ai pas découvert la pénicilline, c'est la nature qui l'a fait. Je me suis trouvé au bon endroit, au bon moment. Quel coup de chance !» Au début des années 1520, la côte est des États-Unis d'Amérique était un grand mystère qui attendait d'être résolu. Les Espagnols avaient trouvé la Floride, les Anglais et les Portugais avaient trouvé Terre-Neuve, mais la région intermédiaire était encore absolument inconnue. La France décida d'agir et envoya une expédition pour explorer la région. Elle choisit un certain Giovanni da Verrazzano pour diriger la mission. Pour cette expédition, il disposait de 4 navires. Malheureusement, 2 d'entre eux firent naufrage, et le 3e rentra après avoir conclu des affaires sur la côte espagnole. Seul le navire amiral, la Dauphine, traversa l'Atlantique avec Verrazzano et ses 50 hommes d'équipage. Verrazzano partit de Madère et débarqua au Cap Fear. De là, il navigua vers le sud mais, un peu effrayé à l'idée de rencontrer les Espagnols, il refit route vers le nord de Charleston. Il jeta l'ancre non loin de son lieu de débarquement initial, mais contrairement à d'autres explorateurs, il préféra demeurer loin de la côte. Il envoya un bateau sur le rivage et rencontra les indigènes. Il décrivit ceux-ci comme ne portant que quelques peaux d'animaux sur le corps et des guirlandes de plumes d'oiseaux. En naviguant le long de la côte, Verrazzano atteignit les Outer Banks de Caroline du Nord. Il pensait être en train de découvrir les eaux du Pacifique. En réalité, il était tombé sur la baie de Pamlico. Il pensait que l'Amérique du Nord n'était qu'une longue bande de terre extrêmement étroite. Cette erreur conduisit les cartographes à représenter l'Amérique du Nord comme 2 entités distinctes. En poursuivant sa route, Verrazzano atteignit un endroit magnifique qu'il appela Arcadie. Probablement Kitty Hawk, en Caroline du Nord. En naviguant plus au nord, il manqua les embouchures des baies de Chesapeake et de la Delaware, car il choisit de naviguer loin du littoral jusqu'au New Jersey. C'est alors que survint l'événement tant attendu.
Verrazzano découvrit le port de New York et jeta l'ancre immédiatement. Plus tard, on donna son nom au pont qui traverse ce détroit, le pont Verrazzano-Narrows. Dès que la baie mère de Verrazzano apparut sur la carte, elle fut largement acceptée et elle influença de nombreux explorateurs. Par exemple, Henry Hudson chercha un passage vers le Pacifique dans les latitudes moyennes du continent. Mais il ne trouva pas cet océan près de la Virginie. Et le mythe cartographique finit par s'estomper. Il est amusant de penser qu'une croyance erronée a pu avoir un tel impact sur l'histoire.